Voilà. Bonne conférence. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci à nos auditeurs et à nos participants de nous avoir rejoints ce soir dans la salle de conférence. C'est la seconde conférence franco-nordique et nous voulons aussi remercier Pascal Pédillon et Mathias Mishra pour leur confiance et nous permettre de l'organiser. C'est un second rendez-vous. Le premier a eu lieu en février sur la gouvernance locale en Suède. Et du fait de l'actualité et des circonstances que nous connaissons tous, nous avons décidé d'organiser notre second rendez-vous sur la géopolitique. Alors, j'accueille ce soir le plaisir d'accueillir M. Fabrice Ravel, qui est donc responsable d'enseignement du pôle géopolitique de l'École supérieure du commerce extérieur, la SCO, exactement le sigle, spécialiste de l'histoire des conflits et des stratégies, et auteur surtout des rendez-vous de la géopolitique, qui nous permet de réfléchir, de comprendre notre environnement géopolitique grâce à des cours numériques, dont plus de 90 sont désormais accessibles sur YouTube. Et il faut savoir que c'est aujourd'hui un grand honneur de vous avoir sur Ravel, puisque vous êtes très écoutés, plus d'1 million de vues sur les présentations que vous faites, et nous vous en remercions vivement. Alors, bonjour, monsieur Ravel. Bonjour à vous, Madame le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un très grand honneur pour moi de me retrouver dans cette salle du préfet Rignac ici à Sciences Po parmi vous. Donc, je tenais déjà en préambule à vous remercier pour votre invitation et pour votre présentation élogieuse. Je vous en prie. Alors, nous allons procéder peut-être en deux temps. Nous allons d'abord avoir un échange avec vous sur des situations concrètes et puis également votre vision de ce que l'on peut retirer de la situation actuelle ou passer sur faire référence à l'histoire. Puis dans un second temps, nous avons les questions des auditeurs et des participants. Et nous répondrez, nous participons à ce dialogue ensemble. Alors, le choix de notre thématique ce soir, comme je vous dis, c'est l'actualité concernant l'actualité géopolitique, avec les questions, bien sûr, autour de la neutralité des pays scandinaves, notamment, dans le cadre de la crise actuelle de la guerre en Ukraine. Mais notre questionnement, bien d'accord, ne se limitera pas aux pays scandinaves, dans la mesure où on peut apprendre d'autres pays, d'autres situations historiques. Alors, pour commencer, on sait que sur les différents pays que nous allons étudier ce soir, certains sont officiellement neutres. Et je dirais que certains sont peut-être ni neutres ni pas neutres. Et on dirait qu'ils ne sont peut-être pas forcément alignés sur un groupe de pays ou une alliance. Voilà. Donc, on va parler de ces situations, on va essayer de les analyser de manière très pragmatique, mais également historique. Et je voudrais simplement commencer, on s'intéresse quand même à deux pays qui nous occupent aujourd'hui, la Suède et la Finlande, et travailler en première attention sur ces deux situations. Oui, volontiers. Alors d'abord, je vous réitère mes remerciements d'avoir bien voulu me convier parmi vous ce soir. Et c'est vrai que cette problématique sur est-il possible de décider d'être neutre en géopolitique me paraît très importante, parce qu'on voit bien que dans l'énoncé de la problématique, on y reviendra en conclusion, on n'est pas encore là. L'aspect qui est décisif, c'est le verbe, le fait d'être en capacité de choisir finalement ce qu'est une stratégie en géopolitique. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu contraint de par les événements récents, d'une part, qui sont connus de tous, notamment je fais allusion au déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, et de par les répercussions qui peuvent paraître dans un premier temps directement liées auprès de pays neutres face à ce conflit. On va être obligé de faire un petit peu un panorama ou un panégyrique des événements récents. À mon sens, ça peut sembler être un exercice un peu automatique ou induit. Ça a un vrai intérêt, en l'occurrence, par rapport à notre problématique,
D'abord parce qu'on va se rendre compte que les évolutions sont très importantes et peut-être beaucoup plus importantes que ce à quoi on pourrait s'attendre spontanément d'une part. Et d'autre part, parce qu'on va se rendre compte aussi qu'il y a peut-être une synergie sur l'ensemble de ces pays, neutres ou affiliés à la neutralité, comme vous avez eu raison de le souligner, et que ça peut nous amener, dans notre réflexion, justement, à nous conduire d'autres questions, si on constate bien cette synergie. Alors évidemment, a fortiori dans ce cercle nordique, j'ai envie de dire, il est légitime de commencer par la Suède, qui est un pays emblématique quant à la neutralité, aussi la Finlande, même si c'est une vision plus large que les pays scandinaves. Et c'est d'autant plus intéressant que de le faire que l'actualité immédiate nous y pousse. On a une demande d'adhésion à l'OTAN par la Suède et par la Finlande qui a été faite le dimanche 15 mai 2022. Et 3 jours plus tard, le mercredi 18 mai 2022, il y a eu une demande officielle d'entrée à l'OTAN. On voit bien que là, on a affaire à une démarche éclatante. Alors, ce qui me paraît intéressant à signaler d'emblée, c'est peut-être les conséquences géopolitiques qu'une telle entrée, une fois qu'elle serait définitivement établie, amènerait déjà. Moi, je pense que ça, c'est déjà très, très important. Il y a 2 aspects essentiels qui me paraissent importants de souligner à cet égard. D'abord, ça veut dire que l'OTAN rajouterait 1340 km de frontières immédiates avec la Russie. Et là, on comprend bien que dans le contexte tel qu'on connaît à l'heure actuelle, avoir 1340 km de frontières contiguës entre l'OTAN et la Russie, c'est déjà quelque chose dont on voit bien que c'est un bouleversement géopolitique. Mais me semble-t-il, il y a un deuxième aspect qui est important, on reviendra sur les questions maritimes par la suite, c'est que ça fait de la mer Baltique une mer OTAN, à l'exception bien sûr de la petite enclave de Kaliningrad, donc qui vient de la répartition, de l'évolution des cartes en 1945, Königsberg, la Prusse orientale, qui a donc été rattachée au territoire russe. Parfois, certains de mes étudiants sont un peu surpris de la configuration actuelle. C'est parce qu'ils oublient que les pays baltes étaient intégrés à l'époque à l'Union soviétique et qu'on était dans une continuité territoriale avec bien sûr la Biélorussie et que la Pologne a été décalée de 200 km vers l'ouest par rapport à ses frontières d'avant la guerre. Donc, on se retrouverait avec une mer Baltique, mer OTAN, et on voit bien que là, il y a une emprise ou une assise de l'OTAN qui apparaît spontanément. Et on perçoit peut-être, nous, d'ailleurs, d'emblée, le paradoxe de l'invasion russe de l'Ukraine. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très, très important à souligner d'emblée. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que spontanément, quand on évoque un tel propos, d'abord, il faut rappeler que la Suède a été neutre depuis 1814. C'est-à-dire que c'est peut-être pas assez, en France, on pense souvent en termes de neutralité à la Suisse, mais j'y reviendrai, mais c'est vrai que parce qu'on a le tort de ne pas assez penser à nos amis scandinaves, on est dans une situation, j'ai envie de dire, avec le maréchal Bernadotte qui s'est retourné contre Napoléon Ier en 1814, et de fait, la Suède fait partie des très rares pays en Europe qui n'a connu ni directement la Première Guerre mondiale, ni la Seconde Guerre mondiale, et qui n'a même pas été touché, on va dire, comme c'est le cas de l'Espagne, par exemple, avec la guerre civile espagnole du 18 juillet 1936 à avril 1939. Donc, on est déjà sur un cas emblématique, car ça vient frapper là un pays qui est inscrit historiquement dans la neutralité. Quant à la Finlande, on sait bien le lien, même si là, on va dire historiquement, et peut-être le lien est moins court sur un long terme, qui est moins long, mais on sait bien que depuis 1945, la Finlande est tellement inscrite dans la neutralité qu'en français, on a bien une expression, la finlandisation, qui exprime le fait qu'on cherche au moins on va dire, à respecter un équilibre, à ne pas bouleverser un équilibre. Donc en plus, là, on est en train d'évoquer 2 pays qui, de par leur assise historique, sont partis en marquant. Et ça nous amène à une troisième considération, c'est que je crois qu'il ne faudrait pas intégrer le fait que cette évolution, comme on a eu l'occasion d'échanger juste un peu avant cette conférence, serait uniquement due à court terme aux seuls événements en Ukraine et à l'attaque russe. Ça, je pense que ce serait une erreur de lecture. Et on pourrait d'autant plus être poussé à cette sorte d'analyse que quand on se rappelle, par exemple, en janvier 2022, l'intervention de la ministre des Affaires étrangères suédoise, Mme Ann Linde, elle avait tendance justement à un peu nous encourager à rester, j'ai envie de dire, paresseusement dans ces lignes de lecture, parce qu'elle disait, nous, en Suède, on aime bien avoir le choix de nos alliances, on ne veut pas être contingenté de nos alliances, et elle rajoutait, parce que là c'est une citation de Ouprou, mais elle rajoutait, ouvrez fermez les guillemets, et il n'est pas question que ça change. Donc quand on reprend cette phrase de janvier 2022 et qu'on se retrouve dans la situation telle qu'on vient de l'énoncer, le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'on allait dire ça a changé, et ça a changé radicalement et de façon très rapide. Nonobstant, si on est un peu plus attentif, qu'est-ce qu'on constate? D'abord que la Suède et la Finlande sont parmi les premiers pays qui ont pourvu l'Ukraine en équipement militaire. Donc déjà, on a envie de dire là, il y a une implication très forte et presque parmi les premiers pays à faire une démarche comme celle-là. On pourrait rajouter que plus avant, la Finlande a acquis les fameux F-35 en termes de matériel d'avionique. Et là, c'est très intéressant parce que, bon, indépendamment du fait de la démarche d'acheter les avions, on voit bien qu'il y a une dimension militaire. On peut très bien être neutre en ayant une dimension militaire. Mais il y a une dimension militaire qui consiste à acheter des avions aux Américains et donc, dont on voit bien que ça va nécessairement amener des stratégies, au moins au niveau de supply chain et d'état-major finlandais et américain, sur des matériels identiques et sur des stratégies partagées. Donc, je crois que cet exemple-là est très important. Et puis surtout, vous avez vu la gentillesse de devoir évoquer les rendez-vous à la géopolitique. Dans un rendez-vous à la géopolitique, à travers lequel on s'efforçait déjà de mieux comprendre la dimension de la neutralité et le facteur militaire. C'est très important. Et la résurgence du facteur militaire, c'est aussi un indice. Ce qu'on remarquait, c'est que le ministre de la Défense suédois, déjà en octobre 2020, pardon pour la prononciation de M. Quist, avait mis un projet de loi qui consistait à augmenter le budget militaire de 40%. C'est quand même énorme. Et qu'indépendamment des progrès en termes de matériel, on avait une armée suédoise qui était censée passer globalement de 60 000 à 90 000 hommes, donc une augmentation de 30% des effectifs, ce qui est considérable, dans un contexte où d'ailleurs le service militaire a été recréé en Suède en 2017. Là, en France, c'est assez interpellant de remettre ces éléments-là en perspective. Quant à la Finlande, à peu près dans la même continuité, c'était en 2021, elle avait décidé d'augmenter son budget de plus 50%. Donc, on se retrouve avec des pays dont on voit bien qu'il y a une évolution qui remonte beaucoup plus tôt que les simples événements de 2022. Et ça me paraît très, très important parce qu'on voit bien déjà que c'est quelque chose qui travaillait les sociétés suédoises et finlandaises. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, dans la perspective d'ailleurs des élections en Suède, on remarque que 48% des Suédois sont en faveur de l'entrée dans l'OTAN. Alors, c'est considérable quand on reprend les chiffres d'il y a 5 ans, 10 ans ou même 15 ans. Et on se retrouve dans une situation où en Finlande, c'est même beaucoup plus que 50. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est sur une évolution radicale qui a l'air de nous mettre déjà en perspective une évolution qui toucherait les pays neutres et qui serait peut-être intéressant de voir si elle se corrobore ailleurs. Justement, je propose qu'on évoque un troisième pays, puisque les pays nordiques sont au nombre de 5 et les 5 scandinaves au nombre de 4. On ne va pas tous les faire ce soir. Il y a un pays qui nous interpelle, qui nous questionne, c'est le Danemark, puisque par définition, il ne peut pas contenir qu'il est neutre, puisqu'il est adhérent à l'OTAN, il a contribué directement à la création de l'OTAN. Et pour autant, il y a aussi encore des événements très récents, de quelques jours, de quelques semaines, qui nous font dire que c'est une neutralité, enfin une non-neutralité, puisqu'il y a adhésion à l'OTAN, qui est elle-même en train encore de se faire une autre épaisseur, de trouver une autre réalité complémentaire. Oui, alors c'est vrai que peut-être parmi nos auditeurs, il y a certains d'entre eux qui vont être surpris par le fait qu'on énumère le Danemark. Oui. Parce que objectivement, comme vous avez raison de le souligner, le Danemark ne peut pas être qualifié neutre. Il appartient à l'OTAN, il fait même partie des membres fondateurs de l'OTAN en 1940. Donc j'imagine peut-être la surprise de certains de nos auditeurs. Pourquoi c'était le Danemark? Mais alors, c'est là où on revient sur une nuance qui me paraît importante. Il y a l'affichage des alliances, et puis il y a aussi la pratique des relations internationales et de la géopolitique. Et il y a un point qui est assez intéressant de ce point de vue-là, j'allais dire, c'est les fameuses clauses d'exemption qui touchent le Danemark dans le cadre des traités de Maastricht, mais on va peut-être quand même rappeler de quoi s'agit-il. Je rappelle que lors donc les traités de Maastricht ont été signés, on sait bien qu'il faut ratifier un traité pour qu'il rentre en vigueur, c'est une logique assez classique en relations internationales, et qu'il y avait le Danemark avait émis un premier refus lors d'un premier référendum, refus qui était très embarrassant par ailleurs, puisqu'on était censé avoir l'unanimité. Donc ça a amené une renégociation avec le Danemark, qui a demandé un certain nombre de clauses d'exemption, dont l'une en particulier qui nous intéresse, à savoir ne pas participer à l'ensemble des démarches ou des décisions qui seraient prises à des fins militaires au sein de l'Union européenne
Et suite à ces clauses d'exemption, le Danemark a donc, dans un deuxième référendum, accepté de ratifier le traité de Maastricht, ce qui permettait d'ailleurs aux autres, il faut quand même bien rappeler ça, que de pouvoir le ratifier eux-mêmes, car on était encore une fois dans une unité, et donc un seul s'abstenant, c'était un blocage général. Alors, pourquoi rappeler ça? Mais parce que vous avez là aussi raison d'évoquer un événement immédiat. Ces clauses d'exemption ont été remises en cause par le gouvernement danois, à tel titre qu'il y a eu là aussi un référendum tout récent, le 1er juin 2022, durant lequel on a demandé au peuple danois s'il était d'accord pour supprimer ces clauses d'exemption et le fait que le Danemark fasse la demande dorénavant de participer à une politique militaire européenne. Et cette clause d'exemption, les Danois ont accepté de l'annuler, de la rejeter ou de la suspendre ou d'y mettre fin, c'est peut-être le meilleur terme, à pratiquement 67% de la population. Alors, quand on connaît, pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de ces pays, qui connaissent le Danemark, l'histoire du pays, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et là aussi, on se retrouve dans une continuité, madame, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que dès le début de l'année, le Premier ministre du Danemark, Mme Frederiksen, avait indiqué que de toute façon, il était dans son intention d'augmenter le budget de la défense du Danemark et de le faire monter sur les fameux équivalents des 2% du PIB tel qu'on se retrouve. Donc, on voit bien que là, certes, le pays ne peut pas l'inscrire typiquement dans une dimension de neutralité, mais il avait une posture de retrait, de recul, voilà, qui en faisait de lui un acteur un peu particulier, très attaché à la philosophie scandinave globale, telle qu'on pourrait l'apercevoir. Et on se rend bien compte que là, il y a déjà la synergie telle qu'on voulait la mettre en place sur ces trois pays qui ont l'air d'indiquer qu'ils ont l'air de vouloir sortir de la neutralité. Et il y en a peut-être même un quatrième qui va ne faire que renforcer ce sentiment tel qu'on le ressent. Vous pensez à la Suisse, sans doute? Je pense un peu à la Suisse. C'est vrai que c'est difficile d'évoquer la neutralité sans évoquer l'histoire et la situation de la Suisse. Il y a aussi beaucoup d'événements récents, très récents, qui font dire qu'on a vraiment beaucoup à se questionner sur les suites de ces évolutions sur la question de la neutralité. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu sur les aspects suisses? Alors, bien volontiers. Alors, évidemment, on connaîtra spontanément que la Suisse, paradoxalement, n'a pas grand-chose à faire dans le cadre du cercle nordique. Mais bien sûr, géographiquement. Bien sûr que non, il faut intégrer la Suisse. Mais vous avez raison d'attirer notre attention sur la neutralité, car je pense que, comme je vous l'ai dit, tout le monde conviendra aisément que la posture de la Suisse apparaît spontanément, non seulement comme emblématique, mais il y a un point sur lequel je reviendrai, parce que c'est l'efficience de la neutralité. Afficher la neutralité, c'est une chose, mais dans la capacité de faire en sorte qu'elle soit respectée, qu'elle est efficace, c'est peut-être quelque chose de primordial. Et là, on a peut-être l'acteur pour qui ça a été le plus reconnu spontanément dans le monde entier. Et là, vous nous invitez à nous raccrocher aussi à des événements actuels. Et il y a peut-être un événement qui est passé un petit peu de côté et dont on ne percevra pas forcément le lien spontané avec nos problématiques. C'est le fait que la Suisse a été admise, a été élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité à l'ONU le 9 juin 2022. Alors là aussi, j'imagine que certains de nos interlocuteurs vont dire, bon, ok, la Suisse a été élue comme donc membre non permanent, ça va entrer en vigueur le 1er janvier 2023, en 2023, en 2024, c'est sur les 2 ans. Et on pourrait dire, bon, mais ça paraît assez anecdotique et presque hors sujet, serait tenté de dire par rapport à notre problématique. Seulement, pour comprendre l'importance de cette date par rapport à notre sujet, me semble-t-il, il faut la remettre en perspective sur 2 aspects ou sur 2 lignes. D'abord, c'est une décision qui n'a pas été prise les derniers mois. Ce n'est pas une décision, il faut bien comprendre que quand un pays se porte ce candidat au Conseil de sécurité à l'ONU, c'est un travail de longue haleine, de 10 ans, de 11 ans. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la Suisse, c'est un processus qui avait été lancé en 2011. C'est intéressant d'avoir l'intitulé pour promouvoir davantage la paix. Et pourquoi est-ce si important à souligner? Parce qu'on intègre bien spontanément que ce n'est donc pas une décision qui a été prise uniquement en perspective des événements en Ukraine du 24 février 2022 et même pas par rapport à la Crimée en 2014. Donc là, on est sur une logique qui est beaucoup plus longue et qui a l'air de montrer qu'en Suisse, il y a des choses qui ont l'air de changer. Mais la deuxième dynamique me paraît encore plus fondamentale. C'est que pour comprendre l'importance de la candidature suisse
au Conseil de sécurité de l'ONU, il faut déjà se remettre en perspective sur quelle était la position de la Suisse par rapport à l'ONU. Et là, je pense que parmi nos auditeurs, il va peut-être y avoir des surprises. Car il faut rappeler que la Suisse n'est membre de l'ONU que depuis le 3 mars 2002. C'est-à-dire que la Suisse a porté à un tel degré la perspective de neutralité que pour les Suisses, il n'était même pas question d'appartenir à une assemblée générale ou à l'assemblée de l'ONU, parce que de leur point de vue, au moins jusqu'en 2002, ça pouvait altérer leur posture presque pure de la neutralité. Ça nous amènerait presque sur une logique philosophique. Là, c'était vraiment quelque chose de non négociable. Et c'est important de rappeler que le 17 mars 1986, un référendum avait été fait et les Suisses avaient rejeté, le peuple suisse avait rejeté le fait de participer à l'ONU. Donc, on voit bien à travers ces différentes dates, me semble-t-il, qu'on s'inscrit bien là, à la fois dans la même dynamique, mais en plus dans une dynamique qui est bien liée à une démarche de neutralité. Donc ça, c'est très, très important. Alors, il y a une deuxième chose en termes d'événements récents, c'est que dans la continuité de cette invasion du jeudi 24 février 2022, le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, il y a eu une manifestation très importante à Berne et à Genève le 26. Donc là, il y a déjà eu toute une pression populaire mise en Suisse et on s'est rendu compte que la Suisse, assez vite, alors plus ou moins spontanément, là, j'imagine que certains observateurs ergoteraient sur, on va dire, la dynamique spontanée ou le fait que c'est plus ou moins poussé à la fois par les partenaires européens et par sa propre population. Toujours est-il que les Suisses, finalement, ont accepté et intégré les sanctions économiques européennes, ce qui n'est pas rien. Il faut rappeler qu'en 2014, ils n'avaient pas suivi ce mouvement-là. Et non seulement ils ont fait des sanctions économiques européennes, mais me semble-t-il, à l'échelle des Suisses, il y a un élément qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils ont sanctionné les oligarques. Et c'est très important quand on connaît l'importance de la clientèle russe et, on va dire, des liens financiers entre la Suisse, qui a besoin de rappeler l'importance des aspects financiers quand on évoque la Suisse, et la Russie. Donc là, on voit bien qu'il y a un pas décisif qui est en train d'être pris. Et peut-être deux derniers éléments pour sortir globalement de cette déclinaison dont j'espère qu'elle n'aura pas trop lassé nos auditeurs, mais qui me paraît essentiel pour marquer le fait qu'on est effectivement à un tournant et dans une synergie en termes de dynamique. Le ministre des Affaires étrangères, M. Cassis, qui est aujourd'hui le président de la Confédération helvétique, a tenu une conférence de presse assez véhémente dans laquelle il a dit qu'il n'était pas possible de faire les jeux de la dictature en restant neutre et que surtout la Suisse ne pouvait pas rester spectateur. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est très, très différent et que dans la continuité, il demandait à la Russie de retirer ses troupes de Crète et le plus rapidement possible. Donc je vous prie de croire que quand on reprend l'ensemble des propos, des discours de la Confédération suisse depuis 1945, on est dans quelque chose de très étonnant. Finalement, là, on est presque sur une révolution et il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas totalement touchée, mais qui va être intéressant à plus d'un titre, me semble-t-il, en termes d'exemple, c'est que les Suisses, pour l'instant, considèrent qu'ils ne peuvent pas franchir le pas que d'apporter des matériels militaires ou de vendre des matériels militaires à l'Ukraine. Et c'est pas, il y a un exemple en particulier qui me semble opportun à souligner dans le cadre de notre rencontre ce soir et de notre problématique, c'est qu'il y a un char, peut-être pas rentrer trop dans les détails de matériel militaire, mais il y a un char allemand, Flakpanzer, qui était donc un char qui était censé lutter contre la suprématie aérienne, créé entre 1966 et 1974. Et j'imagine que là aussi, certains d'entre vous se disent, mais pourquoi est-il en train de partir en considération qui, a priori, n'ont d'ailleurs aucun rapport avec la Suisse? C'est parce que ce matériel avait été mis en place en partie par des sociétés suisses. Et qu'aujourd'hui, on a besoin d'une munition qui serait fournie par l'industrie suisse. Et la Suisse n'est toujours pas dans la possibilité, parce qu'elle considère que là, quand même, ce serait un franchissement trop important par rapport à sa neutralité. Mais ce qui est peut-être intéressant à mettre en avant, c'est que qui a demandé à la Suisse de fournir ses munitions à l'Ukraine? C'est l'Allemagne, ce qui est un autre cas, parce que l'Allemagne n'est pas neutre, par rapport à des perspectives historiques, on voit bien que l'Allemagne a une position dans le géopolitique qui est quand même très particulière, mais surtout, madame, le Danemark. Donc, on a donc le Danemark qui demande à la Suisse de s'affranchir de la neutralité pour vendre du matériel militaire. Et là, on se rend bien compte, en termes de synthèse, on a 4 pays dont le degré de neutralité n'est pas le même, pour différentes raisons historiques,
dont les avancées n'ont pas été les mêmes, mais on a l'impression qu'on a une synergie très forte de pays qui seraient en rupture avec la neutralité. Donc, on aurait une dynamique dont on pourrait considérer que les événements récents, même si on a déjà démontré que ce n'était pas totalement le cas, amener une réaction de sortie de neutralité. Ça peut paraître évident, mais à l'échelle de l'histoire, on va peut-être se rendre compte que non seulement c'est un peu paradoxal, mais c'est peut-être même contraire à ce à quoi on peut avoir l'habitude. Oui, en fait, on a un phénomène de catalyseur, avec des éléments, mais on a des éléments déjà de culture qui remontent à une décennie, qui ne concernent pas uniquement le Palestine. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'a priori, cette évolution depuis ces décennies, elle est liée à une prise de conscience de menaces de guerre, de menaces de conflit qui sont très proches. Donc, il y aurait une relation, je ne vais pas dire une corrélation, mais entre cette rupture sur le principe de neutralité et la montée des menaces. Mais vous avez une histoire, on a connu, nous, parce que nous sommes récents, mais dans les années 30, des menaces qui étaient également, comme je disais, extrêmement graves et beaucoup de conséquences. On a le sentiment que dans ces années 30, quand il y avait menace, on a plutôt cultivé, peut-être pas la neutralité comme on l'entend, mais en tout cas pas une rupture sur les points de neutralité. Est-ce que les choses sont différentes? Comment vous voyez? C'est très juste, votre question est très juste et je pense qu'elle est très importante parce que si on se met à faire ce qu'on appelle un peu d'histoire appliquée, vous avez la gentillesse de rappeler que j'ai beaucoup procédé ainsi et je pense qu'il y a, sans tomber dans un systématisme, si on parle de logisme, duplication, il y a des aspects de réflexion qui me paraissent importants. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on est en train de. Là, on est rentré dans la description d'un phénomène qui est presque contraire au phénomène habituel. Je m'explique. Quand on regarde l'histoire, ça fait partie des nombreux paradoxes qu'on va s'efforcer de mettre en exergue, de mettre en lumière ce soir. Le constat qu'on est amené à faire, c'est qu'on est plutôt dans une dynamique contraire. C'est-à-dire que les pays qui ont tendance à être attirés par la neutralité ont plutôt tendance à essayer de renforcer leur neutralité ou de se renforcer dans la neutralité parce qu'ils sentent que la montée des périls est telle qu'il faut s'efforcer. Et là, il y a un pays qui me vient. Alors, on sort vraiment du cercle nordique, j'ai plus être dans le cercle du Benelux, mais il y a un pays qui m'échappe, je connais bien, mais qui, à mon sens, est à mettre en évidence, c'est la Belgique. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution de la Belgique. On évoquera aussi les Pays-Bas. Face à des événements dans les années 30, dont vous avez raison de montrer qu'ils n'ont eu de cesse que de monter en pression. Alors, on a la récupération de la Rhénanie en 1936. On peut évoquer l'Anschluss avec l'Autriche en 1938. Moi, je pense que le traité qui est le plus emblématique peut nous emmener à des réflexions très importantes, même si beaucoup de choses ont déjà été dites par ailleurs. C'est la signature du traité de Munich dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938 avec les Sudètes. Et puis dans la continuité, parce que la continuité est très proche, il y a l'annexion de carrément tout le reste de la Tchécoslovaquie avec l'entrée des troupes de la Wehrmacht à Prague le 15 mars 1939. Et alors, ce qui est assez interpellant, c'est que dans une telle perspective de montée de risque, si on appliquait la dynamique telle qu'on a la décrire, on aurait dû se retrouver dans des pays qui, appliquant cette synergie, ce serait renforcer davantage nos alliances. Et en fait, on est dans la démarche exactement contraire. Et ce qui est assez intéressant dans le cas de la Belgique, me semble-t-il, qui est vraiment un exemple qui est parlant, c'est que le roi Léopold III décide, dans un conseil des ministres de fin 1936, de vraiment faire un virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'il sort d'une politique de solidarité, les accords de Locarno, l'ensemble des logiques qui sont liées à la Société des Nations, on parle des nations avec la sécurité collective. Et le roi aura des propos très très forts, parce qu'il dit en ce qui concerne la Belgique, la politique de la défense et la politique étrangère ne doivent pas se proposer, je cite, de remporter une victoire plus ou moins importante, mais d'écarter la guerre de notre territoire. Donc là quand on entend cette phrase-là, et qu'on la resitue fin 1936, on sent déjà que Claire arrivant le 30 janvier 1933, on n'est plus du tout dans les espoirs tels qu'ils pouvaient au moins avoir lieu avec la République de Weimar, Stresemann, Briand, etc., le pacte de
Briand-Calonne de 1928. On voit bien qu'on est déjà dans une perspective qui est beaucoup plus menaçante. Et là, on sent qu'en fait, il y a une sorte de recroquevillement sur soi, si vous me permettez, et qui va être sanctionné brutalement par les faits. Parce qu'il y a l'invasion à l'ouest allemande. Donc ça, en Belgique, on connaît bien le 10 mai 1940. La Belgique va être balayée en 18 jours. Ça va l'amener à capituler le 28 mai 1940. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, me semble-t-il, les Belges ont d'ailleurs bien compris la leçon. Car la création du Benelux, ça, on l'oublie peut-être trop souvent en France, si vous me permettez cette petite remarque personnelle en tant que franco-belge. On a trop tendance à oublier que les Belges, les Néerlandais et les Luxembourgeois ont créé le Benelux en 1948, et que là, il y avait la volonté de faire, oui, une union économique, un libre passage, mais il ne faut pas oublier que le Benelux préfigure ce que va être le traité de Rome, puisqu'on a affaire à 3 des 6 pays signataires du traité de Rome le 25 mars 1957, et d'une compréhension de la part de la Belgique, que de toute façon, être neutre n'a pas servi. Et là, les cas des Pays-Bas ne fait que surenchérir, parce que le cas est un tout petit peu différent, si vous me permettez, dans le sens où les Pays-Bas avaient réussi à préserver leur neutralité sur la Première Guerre mondiale. Et là, le positionnement des Pays-Bas est assez intéressant dans le sens où on dit, donc c'est évident, automatique, qu'ils se maintiennent dans la neutralité en 1936 ou 1937. Sauf que si on se rappelle la dynamique plus contemporaine, telle qu'on vient de la décrire sur donc, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Suisse à l'heure actuelle, on se voit bien qu'ils auraient pu se faire la même remarque, disant, bon, face à cette montée de danger, on peut nous aussi sortir de cette neutralité qui n'apparaît pas assez comme nous permettant d'asseoir notre sécurité. Or, on voit bien qu'ils s'enferment dans la même logique belge et qui seront sanctionnés de la même façon, peut-être même plus cruellement, puisque les Pays-Bas sont envahis eux aussi le 10 mai 1940, mais qui capitulent dans les 5 jours, avec en plus le poids particulier du bombardement des civils à Rotterdam qui rasera le quartier entrée, qui ne fera plus d'un millier de morts. Donc on voit bien que là, on a une neutralité qui a été très remise en cause. Et peut-être que ce distinguo, d'ailleurs, qu'on est en train me semble-t-il, remettre en évidence, se nourrit à travers 2 choses. D'abord, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui ne serait pas totalement rassurant, les pays ont le sentiment que la crise est beaucoup plus avancée et que les menaces sont beaucoup plus fortes. C'est-à-dire qu'en gros, on s'enferme dans la neutralité jusqu'à temps que la guerre se déclenche. On voit bien que d'ailleurs, il y a un tas de pays qui après 1940 se disent, voilà, la neutralité, ça ne protège personne. Donc il y a déjà une première grille de lecture là qui ne serait pas totalement réconfortante pour nous. Mais me semble-t-il, il y en a une deuxième qui est plus, à laquelle on peut peut-être se rasséréner, c'est le fait de dire justement qu'à l'aune de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, on comprend mieux les erreurs telles qu'il ne faudrait pas les répéter, c'est qui nous amène dans cette synergie. Mais peut-être que pour poursuivre notre réflexion, ce qu'on peut au moins constater, c'est que aucune de ces 2 postures n'a l'air d'être, dans la première posture, n'a l'air de pouvoir pérenniser la neutralité. Car la première, nous avons clairement à en sortir. Quant à la seconde, elle montre à quel point la neutralité n'a pas été suffisamment efficiente. Donc le paradoxe, c'est qu'on a l'air d'être confronté à 2 dynamiques contraires, mais qu'on a l'air de nous faire aboutir à la même résultante. Finalement, on a un concept de neutralité relativement instable, du fait de l'instabilité des relations internationales et de souvent les circonstances, que ce soit risque encouru, réaction de neutralité, risque encouru, réaction d'alliance pour faire face au risque et à la venue d'un conflit. Finalement, c'est la même leçon. On s'adapte aux circonstances en fonction d'une perception. Et forcément, ça se construit sur du moyen et long terme. Ça ne se construit pas dans l'immédiateté. C'est très juste. Et là, vous m'encouragez, me semble-t-il, à mettre en avant le fait que finalement, on peut s'interroger déjà, maintenant, là, sur le fait de savoir si la neutralité n'est pas non seulement instable, mais pas totalement maîtrisée. Parce que c'est peut-être très satisfaisant de se proclamer neutre, mais si on essaie maintenant de considérer quels sont les différents aspects ou les différents caractères qui permettraient, comme vous venez de sous-entendre, de pérenniser dans le temps, c'est quand même bien l'objet de cette neutralité, encore qu'il faudrait faire la part des choses entre pacifisme et neutralité, parce qu'on ne sait pas exactement la même chose. Mais on comprend bien quand même que la neutralité vise avant tout à ne pas être happé par la guerre. Ce qu'on constate, surtout quand on se remet en perspective de l'exemple suédois et de l'exemple suisse, me semble-t-il, qui sont les plus parlants, puisque c'est les exemples les plus aboutis.
mais on se rend compte qu'ils sont relativement rares. Quelles seraient les caractéristiques qui seraient indispensables pour pouvoir faire en sorte qu'une neutralité soit véritablement efficace? À mon sens, il y a 4 paramètres qui sont à prendre en considération. Et donc, tout pays qui souhaiterait être neutre devrait déjà commencer par vérifier s'il est dans la capacité de mettre en place les 4 paramètres tels qu'on va s'efforcer de les décliner maintenant. D'abord, il y en a un qui paraît relativement évident, sur lequel je ne m'étendrai pas trop, c'est évidemment les protections géographiques qui permettent spontanément de quand même s'isoler quand c'est nécessaire du reste du monde. Donc là, on voit bien la chaîne de montagnes suisse, protection naturelle. Et là, je vais peut-être me permettre, dans cette enceinte du préfet Rignac et dans ce merveilleux site de Sciences Po, une audace, un qualifier intellectuel, qui nous emmènerait sur des débats, j'imagine, très très longs. Parce que quand on réfléchit finalement à la montée en puissance des États-Unis à travers la fameuse doctrine Monroe mise en place par le 5e président des États-Unis, donc James Monroe le 2 décembre 1823, là j'imagine que certains disent que les États-Unis n'étaient pas neutres. Non, mais ils s'isolaient du monde. Et s'isoler du monde pour mieux construire, même parfois à l'insu leur plein gré, si vous permettez cette expression, une puissance dont ils ne mesuraient pas encore à quel point elle allait pouvoir être un facteur. Et on voit bien que là, il y a une perspective protégée, évidemment, par cette façade maritime de l'océan Atlantique d'une part et de l'océan Pacifique d'autre part. Donc là, on a une situation où il ne faut quand même pas oublier ce premier paramètre. Un pays doit être en capacité, plus ou moins, suivant en plus les continents, ça pourrait se discuter, peut-être sur ce que vous appelez très fort, à juste raison, à juste titre, des protections naturelles. Après, il y a un deuxième aspect, et un troisième aspect dont on va s'efforcer de bien le définir pour éviter de les confondre ou d'amener une confusion. Il y a le terme de carrefour stratégique. Moi, je ne suis pas totalement convaincu par le terme de carrefour stratégique parce que je préfère qu'on insiste sur la nuance tactique et stratégique. Peut-être c'est le terme de carrefour tactique. De quoi s'agit-il? Pour être neutre, encore faut-il ne pas avoir la malchance que de se retrouver être une pièce essentielle dans des projections de puissance ou une volonté de puissance de voisins qui voudraient les mettre en place. Et là, je repense à la Belgique qui est neutre. On voit bien, et en 14 avec le plan Schlieffen, et en 40 avec la manœuvre faite par von Manstein, peu importe d'ailleurs, que la Belgique est un passage obligé, pour d'ailleurs éviter la fameuse ligne Maginot, et que donc là d'ailleurs c'est un carrefour tactique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer là, même si d'ailleurs on pourrait procéder autrement. Donc, là, c'est quelque chose d'ailleurs de plus ponctuel, mais c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Et pourquoi je m'efforce de bien insister sur le mot tactique? Parce que là, il ne faudrait pas confondre avec une logique qui me paraît essentielle en géopolitique. Et là, on voit bien qu'à travers ce concept de neutralité, me semble-t-il, c'est ce à quoi vous nous invitiez dès le départ, et qui me paraît très juste en géopolitique. On est en train d'élargir notre démarche, parce qu'en géopolitique, il ne faudrait pas oublier que très souvent, nous, on aime réfléchir en termes de centre et de périphérie. Il n'y a pas du tout de terme péjoratif dans ce propos. Il y a juste le fait de dire il y a un centre qui peut d'ailleurs être plus ou moins belliqueux, et puis il y a une périphérie qui permettrait d'être, comme on est moins happé par le centre, peut-être en protection. Et là, il y a 2 auteurs anglo-saxons qu'on associe généralement à l'école de pensée maritime qui me paraissent assez intéressants, parce que si on les prend spontanément, on peut remarquer que le centre tel qu'il décrit n'est pas le même, mais quand on analyse ce centre-là, on remarque que la conclusion qu'on peut en tirer est la même. Alors là, je dirais évidemment, on a affaire d'abord à un fameux auteur britannique, Spikeman, avec le non moins fameux Earthland. Il a surtout commencé à travailler à la fin du XIXe siècle, surtout au début du XXe siècle. Donc l'idée, ce serait le fameux pivot géographique de l'histoire, ou guillemets, une expression qui paraît un peu complexe comme celle-là, mais qui laisse à penser. On voit bien d'ailleurs qu'il y a le poids de l'Allemagne à l'époque, le poids de la Russie. Donc on est sur les plaines de l'Europe centrale qui se prolongent jusqu'à la Sibérie occidentale, avec un achoppement sur la Méditerranée au sud et sur le Proche et Moyen-Orient. Et pour dire comme les choses, quiconque maîtrise le Earthland maîtrise le monde, et donc le reste est la périphérie. Donc encore faut-il, à la limite, pour pouvoir être neutre, être le moins possible dans le cœur du Earthland, si on permet cette expression, le plus à la périphérie. Alors, ce qui est assez... pardon pour la confusion, d'ailleurs, c'était John Mackinder, c'est pour voir si nos auditeurs vous suivaient. C'était bien sûr l'auteur britannique John Mackinder, puisque c'est Nicholas Spikeman qui va remettre ça
en contrario, avec le Rhineland, partons du principe que le Heartland était trop réducteur. Pardon, dans ma hâte, j'étais déjà sur Nicolas Spikeman et sur les Américains. Et donc, évidemment, on va dire les Américains, peut-être par volonté aussi de contredire leurs amis anglais, ça peut arriver de temps en temps, on fait remarquer non, le Heartland, c'est pas ça. Vous leur donnez trop d'importance. On voit bien que c'est une vision américaine. Vous donnez trop d'importance à l'Europe et à la Russie. Ce qui compte, c'est plutôt le Rhineland. Alors, d'ailleurs, l'anneau ou le cercle, c'est-à-dire le pourtour qui encerclerait donc l'Eurasie et avec l'ensemble des bases maritimes qui permettraient de le contingenter dans l'Eurasie. Alors, on voit bien que là, on a affaire à deux grilles de lecture qui sont différentes. D'ailleurs, si vous me permettez cette petite aparté, ça amènerait l'ensemble d'entre nous qui vont relire Tolkien et Le Seigneur des Anneaux à le revoir sous un angle géopolitique un peu différent, parce que c'est très géopolitique. Finalement, je rappelle que dans Le Seigneur des Anneaux, la Terre, c'est la Terre du milieu. Et donc là, il y a des consonances qui sont assez intéressantes. Mais ce qui m'intéresse surtout dans le cadre de nos problématiques, c'est que qu'on soit avec Mackinder ou qu'on soit avec Spikeman, on remarque bien qu'il y a un centre, quel que soit ce centre d'ailleurs, et qu'il y a une périphérie. Et que pour être neutre, il vaut mieux éviter d'être dans le centre des conflits ou des logiques, parce que sinon, on comprend bien que la neutralité sera beaucoup plus difficile à maintenir. Et puis, il y a un quatrième paramètre sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que je trouve qu'il est que justement, en particulier en Occident, on s'en fait trop l'écho, c'est le paramètre d'avoir énormément de ressources en matières premières stratégiques, parce qu'on voit bien que si on a un pays qui possède des matières premières stratégiques, même si j'ai tendance à considérer qu'on a tendance à trop mettre en avant ce paramètre en géopolitique, c'est un peu ce que j'appelle le concept avatar, si vous me permettez. Au nom du film, il y a une vingtaine d'années, on est parti du principe qu'on aurait essayé une planète uniquement pour des logiques économiques. Ça, on aura peut-être l'occasion de le redire dans la fin de nos propos. Je pense que le retour à la géopolitique telle qu'on le pressent là sous-entend qu'on n'est pas totalement inféodé des logiques économiques. Si vous me permettez une dernière remarque, dans la continuité, ce qui me paraît important de souligner, c'est que donc non seulement il faut posséder plus ou moins ces quatre aspects, mais qu'au-delà même de ça, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que même si on les a, on risque de subir quand une guerre se prolonge. Là, évidemment, il y a une résonance particulière dans le contexte dans lequel on est, une sorte, je ne dirais pas d'attraction, mais comment dire, d'influence néfaste. Parce que là, je prends plutôt l'histoire de pays qui n'étaient pas neutres, mais qui n'étaient pas directement engagés dans la Première Guerre mondiale. Et si on est assez attentif, c'est assez symptomatique. Je pense à l'Italie en 1915, je pense à la Roumanie qui rentre en guerre en août 1916. On peut penser au Danemark et à la Norvège qui se retrouvent projetés par l'invasion allemande du 9 avril 1940. Mais on peut aussi faire allusion à la Grèce qui est attaquée elle, par l'Italie fasciste le 28 octobre 1940. Et enfin à la Yougoslavie qui, elle, se retrouve entrée en guerre ou propulsée en guerre bien malgré elle le 6 avril 1941. Ce qu'on constate, c'est que plus une guerre perdure et plus elle s'installe, plus il est difficile, même pour des pays non neutres et engagés, que de s'en maintenir à l'écart. Ce qui, à mon sens, est en train de projeter notre problématique ça interpelle sur des logiques de géopolitique et presque on dire sur les théories des relations internationales telles qu'elles fonctionnent et qui nous renvoient d'ailleurs à notre verbe initial décider d'être neutre. Alors, on peut élargir peut-être permettre aux auditeurs et participants de qui fonctionnent plus ou moins. Est-ce que, dans tous les cas, est-ce utile d'avoir des pays neutres alors qu'on est en conflit? Est-ce que être neutre, avoir un pays neutre, si on est touché par des vagues qui arrivent sans avoir été engagé, parce que les géographies par proximité, est-ce que ça aide à sortir du conflit? Est-ce que ça aide peut-être, est-ce que c'est aussi possible à travers ces pays neutres d'avoir des actions qui visent à entre guillemets, penser les plaies du conflit? On pense à la Suède, la Suède dans la Deuxième Guerre mondiale, la rouge suédoise, la libération des camps de concentration, la protection des résistants allemands
qui ont été conduits en Norvège pour être protégés de l'origine nazie via la Suède. On a vu d'autres pays qui ont été entre guillemets neutres. Est-ce que cette neutralité qui finalement est voulue au fil du temps de par les événements, qui a des racines plus ou moins solides, est-ce qu'elle nous permet aujourd'hui de préparer des sorties de crise, en tout cas de penser des plaies d'une crise extrême qui représente un peu plus. Alors, je trouve que vos exemples sont très, très intéressants parce qu'ils mettent en évidence quelque chose, c'est que les pays ne sont jamais aussi efficaces, paradoxalement, que quand les tensions sont extrêmes, ou quand vous évoquez d'ailleurs des exemples dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on est sur quelque chose d'éminemment paradoxal et sur lequel j'ai le sentiment, vous avez occupé, qu'on n'a pas assez de réflexion, pas assez de logique. Car ce qu'aurait dû frapper les Occidentaux, je vais vous l'expliquer depuis une trentaine d'années, c'est qu'il y a un paradoxe énorme. Pourquoi éprouver le besoin d'être neutre s'il n'y a pas de tension? Quelle est l'utilité de la neutralité dans un monde qui s'est apaisé, dans un monde dans lequel la géopolitique aurait disparu? Donc on est en train de dire que la permanence même de la neutralité n'est pas forcément un aussi bon signe que ça, parce qu'elle pourrait laisser à penser que c'est parce que le monde est très tendu qu'on éprouve le besoin d'être neutre. Alors là, si vous me permettez, je vais aller un peu plus en avant dans mon explication, parce que dit comme ça, on dit bon, mais à quoi fait-il allusion ou à quoi se réfère-t-il? Moi, je pense que la question qui est posée, c'est finalement, à travers la neutralité, à quelle géopolitique ou à quel système géopolitique est-on en train d'assister à l'heure actuelle? Comment fonctionne la géopolitique? Ou quelle serait même la théorie des relations internationales? Ça pourrait être un autre beau sujet, mais on est en train d'y arriver, tel qu'il faut le mettre en place. Parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre la situation actuelle si on ne se remet pas en perspective avec un événement fondamental qui est arrivé quand nous étions étudiants, me semble-t-il, ou peut-être un peu avant, c'est la chute du mur. Alors évidemment, quand je dis ça aux étudiants, la chute du mur du 9 novembre 1989, le discours de Mikhail Gorbatchev du 25 décembre, un peu lapidaire, d'ailleurs, une dizaine de minutes, il explique le fait qu'il démissionne le 25 décembre 1991, donc l'Union soviétique s'écroule. Enfin, il faut quand même rappeler que pour nous, l'Union soviétique qui s'écroule à la fin de la guerre froide, moi je me rappelle d'un certain nombre de cours tels qu'on avait, ou de mes camarades de Sciences Po qui me disaient, d'ailleurs d'Alfred Grosser, qui disait, y compris dans cette année-là, en 1989, vous n'êtes pas prêt de connaître la fin de la guerre froide. Donc ça laisse à penser à quel point, parce qu'on oublie, on a l'impression que tout ça c'était très maîtrisé, mais quand on prenait le Military Balance, qui est l'ouvrage d'observation des Américains en 1988, la CIA continuait à dire que le principal ennemi des États-Unis sur les 20 années à venir, ce serait l'Union soviétique. Donc pourquoi j'essaie de rappeler tout ça? Parce qu'il faut bien imaginer le choc qu'a été la fin de la guerre froide. Et pourquoi repréciser ça? Parce que ça a tellement été inattendu qu'en fait, on s'est retrouvé dans une perspective, surtout en Occident, je crois, où on ne sait plus, le terme est précis, à imaginer qu'il n'y aurait plus de géopolitique. Et là, tout d'un coup, on comprend peut-être mieux le paradoxe des pays neutres. Il n'y aurait plus de géopolitique. Je me souviens même des premiers cours que j'ai été amené à faire il y a une vingtaine d'années. Dans certaines écoles, on me disait, monsieur Ravel, moi, je vous garantis que j'ai eu ça, il n'y aura plus jamais la guerre. Donc, la géopolitique, c'est fini. Et si on reprend d'ailleurs, ça pourrait nous emmener très loin, le concept de mondialisation ne peut s'insérer que dans la logique de Joseph Nye avec le soft power, mais surtout, évidemment, dans cet ouvrage qui est devenu emblématique, même si on l'a un peu caricaturé, la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui consistait à dire, bon voilà, on a vaincu tous les totalitarismes, un peu le grille de lecture d'un arrêt, le stalinisme, le soviétisme, le fascisme, le nazisme, et donc on n'aura plus jamais la guerre. Et donc on aura un monde village, mondialisé, dans lequel on partagera tous les mêmes valeurs, dans lesquels en réalité le seul objectif sera de faire des bénéfices et ce sera la prime à l'économie. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'en anglais on dit globalization, n'est-ce pas? Et la globalisation, c'est pas la mondialisation. La globalisation, c'est une accélération des échanges, c'est une accélération des capacités de communiquer, mais ça ne sous-entend pas que toutes les civilisations vont se ressembler, qu'elles vont être identiques et qu'il ne va pas y avoir encore des, comme le dirait Karl von Clausewitz, des lignes d'achoppement ou des lignes de frottement. Donc en fait, on a une illusion, me semble-t-il, c'est très important à rappeler ça, en particulier en Occident,
parce qu'en plus, on a eu la faiblesse de croire qu'il était peut-être possible de toucher les fameux dividendes de la paix, que parce qu'on se sentait moins puissant dans le monde, peut-être qu'on avait moins envie d'accorder de l'importance à la puissance, et donc on s'est projeté véritablement, et il y a eu déjà un certain nombre de signes précurseurs. Il y a eu les guerres en Irak, il y a eu la situation aussi, etc., mais on a eu beaucoup de mal à admettre cette situation, sauf que là, on a une sorte d'accélérateur là aussi de cette période. Moi, j'ai envie de dire du 15 août 2021, la chute de Kaboul, avec un retrait des Américains qu'on qualifiera de précipité. Je crois qu'on peut tous convenir que le terme est assez mystique, avec des tensions exceptionnellement accrues autour de Taïwan et de la mer de Chine dans le sud-est du Pacifique cet automne, et puis finalement avec, j'ai envie de dire, cet aboutissement qu'est le retour de la guerre en Europe. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'évolution de ces pays neutres, ça remet en vigueur le fait que la géopolitique est de retour, mais ce n'est pas tellement juste le fait que c'est une géopolitique contemporaine, c'est peut-être en plus le retour d'une géopolitique classique. Peut-être pour rebondir sur votre dernier propos, on ouvre peut-être la parole aux participants et aux auditeurs. Oui, vous me permettrez peut-être juste de rajouter en guise de en conclusion quelques lignes. Je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que, en quelques mots, le verbe est important. Je crois que tout le monde peut choisir d'être neutre, décider d'être neutre, mais la question, bien sûr, sous-entendue, c'est comme décider d'être neutre, oui, encore faut-il maîtriser cette neutralité et faire en sorte qu'elle puisse être efficace. Or, on se rend bien compte là que d'abord, on est assujetti à un certain nombre de paramètres qu'on a déclinés, et que les exemples que vous donnez sur les autres pays laissent à penser qu'en plus, ça dépend surtout de la volonté des autres puissances que de vouloir vous préserver dans votre neutralité. Parce que si à un moment ou à un autre, il y a une puissance menaçante qui considère pour différentes raisons qui lui appartiennent qu'elle peut bafouer votre neutralité, eh bien celle-ci n'est pas respectée. C'était bien ça l'exemple, on va dire, je reprends à rebours de l'Yougoslavie, de la Grèce, de la Norvège, etc., de pays qui ont été avalés. Donc on se retrouve dans quelque chose de très paradoxal. Parce qu'on se retrouve dans un paradoxe où on a eu des pays neutres, alors qu'on était censé dans une période apaisée, ce qui aurait déjà nous interpeller sur la réalité de cette nouvelle lecture. Mais si vous me permettez, au-delà de ce paradoxe, on est dans un aveu, me semble-t-il. Car l'évolution de ces pays neutres nous laisse à penser que, oui, on est bien dans une situation où la géopolitique est de retour, alors qu'elle a été trop sous-estimée, mais surtout qu'elle est de retour de façon traditionnelle dans un rapport de force. Et la question qu'on peut se poser, finalement, c'est est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'être avant tout empreint de réelle politique pour atteindre ses objectifs et même parfois pour atteindre la paix. C'est peut-être ça l'enseignement ultime de la neutralité telle qu'elle est venue aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous. Nous allons, sur cette conclusion qui nous parle, nous allons peut-être recueillir les questions des participants. Bien volontiers. Des auditeurs. Donc, je vais prendre connaissance des questions. Un instant. J'en profite pour vous altérer un instant, s'il vous plaît. Généralement, quand on a un auditoire très présent, c'est toujours les premières questions. Je pense que c'est bien de demander soit sur la distance, on peut la sécurité. Après, je vais bien poser une question. Je vous en prie. J'espère que je. Mais je vous en prie. Alors, je pense que vous pouvez poser une question en prenant la main. Vous pouvez, je crois que Madame Richard, Pierre Richard, peut poser une question si elle veut bien prendre la main. Oui, vous m'entendez?
Allô? Oui, Marie-Pierre. Oui, oui, bonjour. Je souhaitais. Attendez, je vais voir si avec le casque ça va. Marie-Pierre, pouvez-vous écrire votre question rapidement et on va la transmettre dans le chat? D'accord, c'était une remarque et une question, mais du coup, est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai mis un casque ou est-ce que vous souhaitez que j'écrive? Je n'entends pas. Vous m'entendez? Non. On ne vous entend pas, Marie-Pierre. D'accord. Je vais écrire, oui. Je suis désolée. Alors, elle est en train de poser sa question. D'accord. Parce qu'elle a des connexions difficiles. Alors, voilà la question. En fait, Marie-Pierre Deschartres, donc, qui est une personne spécialiste de la Suède, qui interviendra d'ailleurs la semaine prochaine pour commenter les élections suédoises et l'adhésion à l'OTAN, donc avec une focale spéciale sur la Suède, nous pose la question suivante. Elle nous dit, plutôt que de parler de la neutralité et de la Suède, elle parle plutôt d'une approche par un non-alignement ou en tout cas un terme un petit peu plus peut-être encore adapté à la situation suédoise. Sous-entendu, on n'y est pas encore. Peut-être qu'on verra plus en détail la semaine prochaine avec l'analyse sur la Suède et ce qu'apportera Marie-Pierre, qui sera bien évidemment très, très intéressant pour nous. Quel est, de ce point de vue-là, vous pensez qu'on peut parler en termes de vocabulaire d'un degré de neutralité qui pourrait être un petit peu à plusieurs étapes? Tout à fait. Voilà. Pour reprendre un terme qu'on emprunterait à la technologie militaire aéronautique, on est à géométrie variable. Et on est à géométrie variable, me semble-t-il, il y a beaucoup de paramètres qui viennent pondérer. Là, je vous prie d'en m'excuser, j'espère d'ailleurs que la partie initiale n'a pas été trop longue dans mes propos, mais si vous voulez, spontanément, il y a un point qui m'interpelle. Il y a un pays qu'on n'a pas cité du tout, mais qui, avec le traité du Belvédère en 1955, s'est lui aussi mis en retrait des relations internationales, c'est l'Autriche. Et c'est vrai que souvent, avec les étudiants, je dis qu'il faut bien percevoir qu'il y a des nuances très, très importantes entre, par exemple, la Suède, la Finlande et l'Autriche. Parce qu'on a plutôt un positionnement qui est historique dans le cas de la Suède. Donc déjà, on a des évolutions qui sont très importantes dans l'histoire suédoise. C'est-à-dire qu'il y a des positionnements qu'on pourrait qualifier de plus ou moins neutres suivant les différentes périodes. Et puis alors en plus, donc la Finlande, ce serait plutôt, moi, ce que j'ai appelé une neutralité géographique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la guerre d'hiver entre les Finlandais et les Soviétiques de novembre 1939 à mars 1940, qu'ensuite les Finlandais ont reconduit une guerre parallèle en 1941, puis qui sont arrêtés avec sagesse en été 1944, puisqu'ils ont bien compris que l'armée rouge était en train de rentrer en Allemagne. Et donc en 1945, ça a été le concept de la finlandisation. Les Finlandais avaient bien compris que rentrer dans des instances internationales telles qu'elles allaient apparaître, je pense à l'OTAN en 1949 et même la CE à l'époque en 1957, c'était très risqué, a fortiori l'OTAN en 1949, tant que Joseph Staline était encore dirigeant de l'Union soviétique. Donc, en fait, là, c'était plutôt une sorte de neutralité conjoncturelle. Ouais. Et puis c'est encore plus le cas de l'Autriche. Donc, il ne faut pas oublier que les troupes soviétiques étaient présentes jusqu'en 1955. Avec le traité du Belvédère, elles sont parties. Donc, on est à la fois en géométrie variable, les pays entre eux, parce qu'on est sur des… Là, il nous fallu rentrer encore beaucoup plus dans les détails. En fait, on n'a même que des cas particuliers qui sont induits par les histoires, par les positionnements géographiques, par l'évolution des guerres. On a des cas qui sont très différents entre la Suisse. Là, on a regroupé pour essayer de mettre en avant une synergie.
tel que vous avez eu raison de la souligner, mais à l'intérieur même des pays, surtout pour la Suède, en plus sur un positionnement de 1814 à nos jours, il est évident qu'on est sur des évolutions très très importantes. Et que la Suède, moi je crois, c'est donner la liberté. C'est comme ça que je vois ça à travers la question de notre collègue et puis les propos de la ministre des Affaires étrangères qu'on évoquait tout à l'heure. La Suède s'est donné la liberté que de choisir ses alliances et ses interventions et ses degrés d'intervention. Mais la question est d'autant plus, me semble-t-il, judicieuse qu'elle montre bien, je ne sais pas si on aurait posé cette question-là il y a 15 ou 20 ans, oui. Car j'ai l'impression que le terme de neutralité est plus chargé de connotations péjoratives aujourd'hui que c'était il y a 15 ou 20 ans, c'était spontanément perçu comme quelque chose de positif. Aujourd'hui, on voit bien dans l'ensemble des réactions qu'il y a des connotations péjoratives qui sont plus importantes. Peut-être qu'on a une conscience d'un monde qui est plus, encore une fois, global, avec des interactions, et que c'est plus perçu comme une sorte de posture égoïste et ou non efficace en géopolitique. Donc, oui, il est évident que la Suède, mais même si on compare la Suède à la Finlande, de par leur simple positionnement géographique, de par leurs histoires, ont un rapport à la neutralité qui est différente. Et je trouve que le terme tel qu'il a été visité est très juste. Je pense qu'il y a une prise de distanciation qui est différente selon ce que les Suédois, et c'est à ça qu'ils sont attachés d'ailleurs, j'ai un sentiment, la peur qu'ils ont d'être contraints dans les alliances, dont vous me permettrez de rappeler que d'ailleurs, l'effet mécanique en 14-18 avait montré qu'elles avaient un effet assez délétère, puisqu'on sait bien que traditionnellement, on nous apprend, alors il y a des nuances peut-être, Christopher Clark qui a écrit le somnambule, c'est intéressant de ce point de vue-là, mais enfin, la tradition dans le pédagogisme, c'est comme de dire que l'une des raisons principales du déchaînement 14-18, c'est l'enchaînement automatique des alliances. Donc oui, évidemment, je vous prie de bien m'excuser, il aurait fallu rentrer beaucoup plus dans les détails, oui. Mais en plus, je n'ai pas voulu, par sensibilité et respect, me faire l'interlocuteur en tant qu'observateur étranger des logiques suédoises ou des logiques finlandaises, parce que je pense que là, c'est l'opinion publique dans ces pays d'ailleurs, et en Suisse aussi, qui est en très grande réflexion sur l'ensemble de ces questions. Et j'ai le sentiment qu'elles n'ont pas totalement arrêté d'ailleurs leur décision et que le débat bat son plein. J'ai peut-être une autre question de nos auditeurs. Alors, nous avons une autre question. Je pense que on peut passer la parole aux participants dans la salle. Volontiers. Vous avez une question, je crois. J'en ai deux, mais je vais commencer par la première. Déjà, je remercie Paris Sarret pour son exposé, c'était très intéressant. Merci à vous. Et je pense que c'est en effet très important et très juste de garder toujours cette profondeur historique, traiter de ces questions. Avant de poser ma question, c'est peut-être un témoignage et un premier commentaire qui me ramenait une question et qui rejoint tout ce qui a été dit sur la Finlande, qui est des pays nordiques, ce que je connais le mieux. Et c'est vrai que si on prend les critères, la Finlande ne coche pas les cases pour être un pays neutre, puisque l'attaque des Soviétiques, c'est simplement la profondeur stratégique de Leningrad à l'époque. L'alliance forcée avec les nazis, c'est parce que c'est facile pour attaquer l'URSS. Et il y a eu la troisième guerre, la guerre de Laponie, où ils ont été obligés de se battre contre les Allemands. Donc je pense qu'il faudrait là aussi demander à des Finlandais. Je pense qu'ils ne se pensaient pas comme neutres, simplement leur souci, c'était de pouvoir exister de façon indépendante face à un voisin puissant, l'URSS, et donc ils ont fait au mieux. Donc, leur objectif n'était pas la neutralité, je pense, c'était juste de pouvoir continuer à être indépendant. Et de ce point, voilà. Très juste. Donc ça, le terme de finlandisation, et là je renverrai pour ceux qui l'ont lu, il y a un très beau texte de Sophia Oksanen, une tribune dans le monde, c'est un terme que détestent les Finlandais. Oui. Qu'on utilise un peu trop, nous, en tant que Français, comme le terme de petit pays, qui est très, très mal pensé. Et ce qui est intéressant, et je continue un peu sur le commentaire, parce que tout ce qui a été dit sur la Finlande est très juste, et je vais arriver à ma question. Mais sur la finlandisation, elle montrait bien que c'était une prise de possession des esprits qui interdisait d'affirmer ses intérêts pour ne pas fâcher le voisin puissant. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les sondages, dans le retournement de l'opinion publique, il y a une fracture générationnelle. La jeune génération
est complètement en faveur de l'adhésion à l'OTAN, avec la législation, a toujours gardé un peu cette peur qui est intégrée. Et les Finlandais, finalement, s'autorisent enfin une politique extérieure. Et le témoignage, puisque j'ai des amis, des collègues en Finlande, ils étaient enthousiastes au moment de l'adhésion à l'OTAN. La Turquie avait dit que ça ne posait pas de problème. Et ils ont découvert d'un seul coup que la Turquie faisait valoir ses intérêts. On ne va pas discuter de la Turquie, c'est un sujet en soi. Mais ils ont découvert que finalement, la géopolitique, c'était la politique où chacun faisait valoir ses intérêts. Et c'était un état de sidération. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils n'ont pas entièrement compris. Comme ils sont pragmatiques, ils vont s'adapter. Et donc, de ce point de vue-là, c'est là que j'arrive à ma question sur le je rejoins la conclusion, c'est de façon un peu particulière, et en s'interdisant la dimension politique. Et là, on découvre avec l'Ukraine, mais plus largement la position de l'Europe au monde, que la géopolitique, c'est des intérêts politiques aussi. Une grande Suisse n'est pas un projet politique. Et donc, est-ce que ce n'est pas finalement, paradoxalement, implicitement l'Europe qui se pensait comme neutre, ce qui est finalement impossible, vu sa position, vu son rôle dans le système international? C'est un peu ma question. Est-ce que ce n'est pas un retour? L'Europe est très forte pour défendre ses valeurs, et c'est bien qu'elle les défende, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'elle apprenne à affirmer aussi ses intérêts? Mais en fait, d'abord, merci beaucoup pour votre intervention, pour votre question. Et il se trouve que moi, je suis en totale adéquation de l'ensemble de vos propos. C'est le terme d'anglais. Je ne vais pas tous les reprendre à barre, ce serait fastidieux, mais je suis en totale adéquation avec l'ensemble de vos propos qui concerne la Finlande d'une part. J'ai bien pris connaissance de ce texte sur la finlandisation, qui est d'ailleurs une vision effectivement beaucoup plus française que finlandaise, même s'il y a un concept qui serait intéressant à développer par rapport à la realpolitik, mais on est en totale adéquation aussi avec la corrélation que vous êtes en train de faire avec, je trouve que l'expression est très belle. Les Européens ont oublié la géopolitique. Ça fait partie, alors ça pourrait nous emmener sur une longue discussion, c'est peut-être une autre thématique sur laquelle, madame, vous aurez peut-être que vous aurez la chance de vous m'inviter à nouveau, mais il y a un ouvrage qui avait été fait par un collectif d'auteurs à Grenoble, qui était assez intéressant. C'était l'Europe au bois dormant. C'était un ouvrage collectif de l'Université de Grenoble de mémoire, et je trouve que tout est dans le titre. C'est-à-dire que l'Europe a oublié, ce qui est quand même assez paradoxal quand on se rappelle que depuis au moins le XVIe siècle, c'est le continent de la guerre. Je veux dire, on n'apprend plus ça. Quand on est face à face avec les étudiants, c'est toujours très intéressant parce qu'on baigne dans la paix depuis 1945. On a l'impression d'être l'un des rares continents à ne pas être touché par la paix. Encore faudrait-il mettre de côté la guerre civile en Yougoslavie. Bon, c'est déjà une première nuance. Et là, le choc est d'autant plus rude qu'on avait l'impression que les guerres étaient périphériques. J'avoue que je n'aime pas beaucoup ces termes qui sont très à la mode, de conflits de basse intensité, de haute intensité, parce qu'il y a une dimension assez péjorative. On avait compris, les conflits de basse intensité se passent au loin, ça ne nous engage pas directement, ça ne nous met pas en péril directement. C'est assez dénigrant pour les gens qui les subissent, je trouve. Et je partage totalement votre point de vue. L'Europe s'est construite d'un point de vue économique. Alors là, il faudrait énormément de temps pour remettre le fait que le projet initial, c'était la CED. Et que la CED avait un traité de la Communauté européenne de défense qui prévoyait une armée multinationale intégrée au début des années 50, dont le traité avait été signé, mais dont il faut oublier qu'un seul État ne devait pas la ratifier, c'est la France. Et donc, c'est très important pour expliquer votre analyse qui est juste, qui est en fait, c'est la conclusion, c'est qu'on est passé par la CE pour faire faussement une Europe économique et pour pouvoir faire une intégration qui nous laissait à penser qu'on aurait automatiquement un aboutissement politique. D'ailleurs, à mon sens, Maastricht et l'euro en sont la quintessence, car on n'a pas besoin d'avoir une monnaie unique pour faire un marché de libre-échange. Et donc, on avait bien l'outil économique et une standardisation. Il ne faut jamais oublier qu'au début des années 60, justement au traité de Stockholm en janvier 60, on a la création de l'AELE, l'Association économique de libre-échange, qui est une sorte d'organisation européenne concurrente dont les Britanniques faisaient partie, et dont je rappelle qu'aujourd'hui, la Suisse et la Norvège, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, font partie. Donc en fait, on avait bien deux projets très distincts, mais avec l'écroulement du mur, on a fini par oublier ça, et puis il y a eu les élargissements,
plus ou moins promu d'ailleurs par les Britanniques. Et donc, je partage totalement votre point de vue. On s'est rêvé comme une grande Suisse, mais je pense qu'on s'est d'autant plus rêvé comme une grande Suisse que la géopolitique était plus nécessaire. D'ailleurs, il y a un ouvrage qu'on n'a pas encore cité qui était à peu près concomitant. À chaque fois qu'on le cite, il y a un aura assez sulfureux. C'est l'ouvrage de Tinton, Le choc des civilisations, parce qu'en fait, la réponse est arrivée assez vite. Imaginez un monde sans guerre, c'est vraiment ça. Hein. D'ailleurs, les BRICS, quand je dis aux étudiants, c'est quand même un terme qui est né par un spécialiste de Goldman Sachs au début de la première décennie, et c'est quand même assez étonnant, parce qu'on met le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et comme ce n'est pas suffisant, on y a rajouté l'Afrique du Sud, où la complexité est énorme, et je dis aux étudiants, mais vous savez ce que c'est? Ben, c'est les autres. C'est un concept terriblement occidental, c'est les autres. Et donc, on a une vision 2010 où on pense vraiment que l'Occident a gagné et que c'est le modèle occidental qui a gagné et qu'il n'y a plus besoin de le défendre puisqu'il s'est imposé de fait. Et donc, ça, c'est d'ailleurs, ça relève d'une sorte de confiance en soi. Et même chez Samuel Huntington, ce qui est assez étonnant quand on reprend l'ouvrage aujourd'hui, c'est qu'il disait, attendez, la guerre n'aura pas disparu, mais on envisageait la guerre qu'à travers les civilisations. C'est-à-dire qu'en fait, on était quand même sur une logique où la géopolitique classique, le rapport de force, était en train de disparaître. Et là, j'ai le sentiment que ce qu'on reprend, on va dire, en pleine conscience, pour me réfréner sur une formule qui serait peut-être un peu plus familière, c'est que la géopolitique, et ça c'est des logiques dans les écoles de pensée, mais Metternich, Bismarck, Henry Kissinger, les débats n'ont pu finir, dans l'ouvrage Diplomatie est assez remarquable, on remarque souvent que même pour défendre des idéaux très élevés, et même pour atteindre la paix, bah, on est sur des logiques d'équilibre, c'est l'équilibre qui amène la paix. Et ça, j'ai l'impression qu'en Europe, on est en train de le redécouvrir, et que paradoxalement, c'est peut-être les pays neutres qui le comprennent mieux que nous, d'où l'évolution qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que là-dessus, voilà, je me permets de surenchérir, mais je pense qu'on est en redécouverte de la géopolitique. Et d'ailleurs, juste un dernier mot, si vous me permettez, il y a quelque chose qui m'a un peu effaré à deux reprises sur les événements récents. D'abord, le Covid. En Europe, on a redécouvert qu'on avait été dépendant des produits stratégiques. C'est incroyable. Ce qui montre à quel point on avait été en déshérence avec la géopolitique. C'est-à-dire que n'importe qui dans une entreprise arriverait à comprendre qu'il y a des produits stratégiques. Et puis, il y a un deuxième point qui est assez symptomatique sur la crise en Ukraine, c'est qu'on voit bien qu'il y a toute une difficulté à ne pas être trop emprisonné par le gaz. Je pense notamment aux Allemands, aux Autrichiens et aux Finlandais. Mais j'ai envie de dire, une géopolitique classique eût dû nous amener, avant même une situation de crise, à nous faire percevoir qu'il n'est pas souhaitable et envisageable que d'être autant dépendant sur une matière aussi essentielle que d'un seul interlocuteur. Et donc, le simple fait de se trouver dans une situation soulignait bien qu'on était en train d'oublier des logiques de stratégie dans lesquelles on a l'impression qu'on est en train de se replonger. Peut-être pour finir répondre à cette question, le pays qui est le plus emblématique de ça, c'est l'Allemagne. Parce que pour avoir beaucoup d'étudiants allemands, ce qui est assez intéressant avec l'Allemagne, c'est le fait que le constat est le suivant. On ne fera pas d'Europe politique sans les Allemands. On dit des raisons à la fois démographiques, économiques, etc. Et ce qu'on remarque, c'est qu'avant qu'on puisse faire une Europe, il va peut-être falloir que l'Allemagne accepte à nouveau d'être une puissance et de jouer un rôle en géopolitique. Et c'est peut-être pas l'un des moindres paradoxes que de constater que c'est peut-être le rôle principal que les Français vont avoir pour être dans la perspective d'une Europe géopolitique, c'est de convaincre à nouveau les Allemands d'y jouer un rôle. Merci. Je crois que nous allons rendre l'antenne. Merci à tous pour votre participation. Et puis, merci beaucoup. Nous pouvons trouver Fabrice Ravel sur les rendez-vous de la géopolitique sur YouTube. C'est excellent. Il faut aussi se rappeler que la semaine prochaine, Marie-Pierre Richard, en direct de Lille, traitera la question des élections suivantes de l'adhésion à l'OTAN. Nous l'attendons avec impatience. Et puis, nous nous retrouvons en septembre sur un sujet économique avec William de Weider, qui sera un intervenant également extrêmement attendu
sur l'accès à la propriété pour faciliter la vie des ménages, la vie au quotidien, avec une comparaison France-pays nordiques. Voilà. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci.